On est en mai 2002, à Cannes, en plein festival. Un film est diffusé en séance de minuit, mais au bout de quelques minutes, des spectateurs commencent à sortir. D'abord 1, puis 2, puis 10, puis 20. C'est scandaleux! C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes, de cette manière-là. Ce soir-là, plus de 200 personnes vont quitter la salle, et certains sur un brancard. Il y a pas mal de gens qui ont fait des malaises, hein, c'est rigolo. Tu vois, on te disait ça de l'exorcisme et des trucs comme ça. Mais là, j'ai réussi à provoquer des malaises chez les gens. En une soirée, les pompiers de Cannes vont établir un triste record, celui du nombre d'interventions pour des malaises ou des crises d'angoisse devant un seul film. Son nom ? Irréversible, le nouveau film d'un jeune réalisateur français est projeté, et c'est un putain de scandale. Pourtant, tout était au rendez-vous et les attentes étaient nombreuses. On a 3 des acteurs les plus en vogue du moment, un couple star au casting, la promesse d'une réalisation innovante, mais ce soir-là, pas un mot sur tout ça. Non, la fête est gâchée par 2 séquences. Un viol, filmé en temps réel, pendant plusieurs longues minutes, et la mort d'un homme tabassé avec un extincteur jusqu'à ce que sa tête explose. Le responsable ? Gaspard Noé. En théorie, un réalisateur normal s'effondrerait de voir autant de gens quitter la salle devant son film. Mais lui, pas du tout, bien au contraire. Ce soir-là, il était ravi de devenir le réalisateur le plus détesté de France. Et c'est justement pour ça qu'il mérite une vidéo entière. On connaît tous des gens qui ont un attrait pour le bizarre. Et le réalisateur dont on va parler aujourd'hui est probablement le maître en la matière, au point d'avoir réussi à traumatiser un pays entier avec un seul film. Le reste de son cinéma sera choquant, provocateur, viscéral, dégueulasse et n'aura cessé de créer la discorde depuis de nombreuses années. Parce que pour lui, ces films doivent attaquer aux tripes. Une tête explosée avec un extincteur, un de 10 minutes en plan fixe sans aucune coupure, une caméra qui s'enfonce littéralement à l'intérieur d'un corps pendant une pénétration, une éjaculation filmée en 3D, droit dans vos yeux, un enfant électrocuté, une femme enceinte qui se file en plein milieu d'un trip au LSD, de l'inceste, des viols, des meurtres, encore et encore. Ça fait 30 ans que Gaspard Noé s'amuse à traumatiser les spectateurs français et personne n'a jamais vraiment compris pourquoi. Alors la question qu'on doit se poser, c'est putain, mais pourquoi est-ce que ce mec fait des films aussi choquants ? C'est quoi son putain de souci ? Et avant d'aller plus loin, je suis obligé de mettre un gros trigger warning. Cette vidéo va évoquer des sujets violents, comme le meurtre, l'automutilation, le viol, l'inceste, le suicide et la prise de substances illicites. Pour certaines personnes, ça peut être très dur à regarder, alors je préfère prévenir. Si vous êtes sensible à ne serait-ce qu'une seule thématique évoquée, quittez la vidéo dès maintenant, je vous jure ça vaut pas le coup. Parce qu'ici on va étudier le cinéma de Gaspard Noé, film après film, un scandale à la fois. Alors autant que vous soyez prévenus pour ce qui va suivre. Et si vous êtes encore là, installez-vous bien, puisque je vous propose de plonger quelques minutes avec moi dans la tête de Gaspard Noé. C'est quoi le premier film que vous avez vu que vous n'aviez pas le droit de voir ? Moi, c'était un dimanche après-midi. On est avec ma famille dans le salon et ma mère lance un DVD. Je le connais bien ce DVD, parce qu'il est dans mon salon depuis quelques années et la pochette me terrifie. Tu sais, j'ose même pas la regarder dans les yeux quand je marche à côté, je l'évite comme ça. Et elle me fait encore plus flipper à cause du gros macaron qui est sur la pochette et qui dit « Interdit aux moins de 16 ans ». Et ce film, va savoir pourquoi, ma mère veut absolument me le montrer. Et moi, je veux pas, je lui dis « Mais maman, j'ai 10 ans, je dois attendre d'avoir 16 ans pour le voir ». Et elle en a rien à faire. Alors elle lance Le Silence des agneaux sur la télé. Et bien pour Gaspard Noé, c'était La Tour infernale de John Guillermin, sorti en 1974. Au casting, Paul Newman, Steve McQueen, Fred Astaire, Faye Dunaway. Et en France, le film fait un carton. 4,5 millions d'entrées. Et c'est pareil dans tout le monde, y compris en Argentine, pays où Gaspard Noé est né. Le film raconte l'histoire d'un immeuble de 138 étages qui prend feu. Ses occupants brûlent, des corps en lambeaux tombent des fenêtres, et c'est d'une violence rare pour l'époque. Quand le film sort, le jeune Gaspard n'a que 11 ans et le film est interdit aux moins de 14 ans. Mais ça, c'est pas son problème. En 1974, lui, il a le meilleur plan possible pour aller mater le film sans que personne l'emmerde, parce qu'il est pote avec le petit-fils d'un gérant de cinéma à Buenos Aires. Alors il verra La Tour infernale, et pas qu'une seule fois. De la même manière, là-bas, il verra tous les films qu'il veut, à volonté, open bar. Après le collège, c'est 2 films par jour, tous les jours. Il y a un pattern à tous les grands réals. Avoir vu autant de films sur un grand écran en étant aussi jeune, et surtout être exposé à l'art très tôt, ça laisse des traces. Sur ce point, Gaspard Noé va pas être si différent. C'est d'ailleurs peut-être le seul point sur lequel il fait comme les autres réalisateurs. Parce que vu ce qu'il va faire par la suite, je peux vous dire, rien à voir avec la norme. Mais ça, on va en reparler après. Mère assistante sociale, père artiste, tous les deux argentins. Gaspard Noé naît en 1963 et il aura que quelques mois quand son père va faire des allers-retours à New York en pleine période pop art. Alors,
Luis Felipe Noé, c'est un artiste qui alterne les formats, les œuvres, les projets, et qui a un petit buzz dans son courant artistique. Il a signé des tableaux parfois invendables, trop grands, trop difficiles à préserver, qui termineront dans le fleuve Hudson, à la flotte. Mais le 24 mars 1976, tout s'arrête brusquement pour la famille Noé. Le gouvernement argentin est renversé et on instaure une des dictatures les plus terribles d'Amérique du Sud. Et comme dans toutes les dictatures, les artistes, les intellectuels, les étudiants, les syndicalistes, celles et ceux qui pourraient être en conflit ouvert avec le pouvoir en place, finalement, sont chassés. On parle de 30 000 disparus durant cette période. Pour la famille Noé, il est temps de quitter définitivement cette terre qui ne veut plus d'eux, direction la France. Et par miracle, le jeune Gaspard n'a pas du tout le mal du pays, parce qu'il retrouve en France tout ce qui faisait son bonheur en Argentine. Mais il découvre aussi une autre culture, parce que oui, en France, on a des boucheries chevalines par exemple. Alors je sais qu'on en a quasiment plus, mais dans les années 70, c'était hyper populaire en France. Si vous avez l'occasion de goûter, ne faites pas ça. Comment ? Le rapport avec Gaspard Noé ? Ouais, j'avoue, non, rien à voir, je me suis complètement perdu là. Parce que pour l'heure, le Gaspard, il est plutôt sur les BD, les films au cinéma, les films à la télévision. Et tiens, d'ailleurs, les films à la télévision, parlons-en. Délivrance, ça vous dit quelque chose ? Un film de John Boorman, sorti en 1972. Eh ben c'est tout simplement le premier film de l'histoire du cinéma à montrer un viol sur un homme. Et les producteurs de chez Warner avaient tellement peur des répercussions de la scène qu'ils avaient demandé à Boorman de la tourner 2 fois. Une version pour les salles et une version pour la télé. Ouais, et bah Délivrance, vous savez qui l'a vu alors qu'il était encore ado ? Un petit Argentin, fraîchement arrivé en France, qui adore regarder la télé. Ce film-là va marquer Gaspard Noé très profondément. Et sans le savoir, Délivrance plantera une graine dans sa tête qui, une fois éclose, fera trembler le cinéma international. Alors comment est-ce qu'on devient le réalisateur le plus détesté de France ? En faisant du cinéma ? Ouais, pas con. Quand tu veux faire du cinéma en France, il y a un nom que tu dois connaître parce que tout le monde le connaît. Beaucoup de réalisateurs, mais pas que, y sont sortis. Christophe Gans, le réal du Pacte des Loups, Jean-Jacques Hano, Claude Zidi, tout le monde a tenté d'y aller. C'est un peu le Harvard du cinéma, et oui, je parle de Louis Lumière. C'est dans cette école que Gaspard Noé va faire ses premières armes et poser les bases de son cinéma. Son art, ses thématiques de prédilection, la manière dont il dirige ou pas ses acteurs, tout ça va prendre forme entre ses murs. À commencer par Carne. Petit avertissement avant qu'on continue, et je vais le faire au début de chaque film parce que je suis obligé. Ce film va parler d'inceste et de violence sexuelle. Quand il débarque en France à 12 ans, Gaspard est fasciné. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé des boucheries chevalines ? Ouais, et bah quand il se balade dans Paris, Gaspard, parfois au coin de la rue, il tombe sur des têtes de cheval plantées sur des crochets de boucher. Attends, on mange du cheval ici ? Ah, pour ses parents, c'est hors de question d'y goûter. Mais pas pour Gaspard. Non, lui, il prend ses économies et il va s'acheter son steak de cheval qu'il va bouffer tout seul en cachette dans sa chambre. Si, croyez-moi, il y a un lien avec le film, ça arrive, bougez pas. Puisque Carne, son premier moyen-métrage, raconte l'histoire d'un boucher chevalin parisien, un homme bourru qui éduque seul sa fille muette. Un jour, elle revient la robe tachée de sang au niveau de l'entrejambe. Et là, tout s'enchaîne très vite. Il n'avait pas le droit. Non, il n'avait pas le droit. Je vais le tuer, celui-là. Pas avec ma fille. Il va crever, ça c'est sûr, il va crever. Et je sais comment. Donc, je vais le saigner. Je vais vraiment le saigner. Bon, ça c'est le pitch soft. Mais vu qu'on parle d'un film de Gaspard Noé, on pourrait plutôt dire, dans Carne, un homme élève seul sa fille et lutte contre ses envies d'inceste. Le jour de ses premières règles, elle tache sa robe. Son père croira à un viol et s'en prendra à un innocent dans un excès enragé de violence. Voilà, ça c'est un film de Gaspard Noé. Dans le rôle principal, on a Philippe Naon, qui deviendra son acteur fétiche. Et pour filmer tout ça, on a les moyens du bord. Aucun producteur ne le suit dans l'aventure. Et je vous le spoil un peu, mais Gaspard Noé et les producteurs, ce sera jamais une grande histoire d'amour. Alors Gaspard, il décide de créer sa propre boîte de production, les cinémas de la zone. Pour lui, c'est très clair. Il aime pas particulièrement être producteur, mais quand il l'est, ça signifie qu'il a le droit d'avoir le dernier mot et de prendre tous les risques qu'il veut sur ses films. Et dans le cinéma de Gaspard Noé, des prises de risques, va y en avoir 2 ou 3. Mais oui, c'était ça. C'est ma bite qui est levée. Une fois édité, Carne ne fait que 40 minutes et sera interdit aux moins de 16 ans. Mais, le film marche hyper bien. Il est salué par la critique, il est nommé de partout. Quand le film sort, il enchaîne les festivals jusqu'à arriver dans le sud, à Cannes. Ton premier moyen-métrage est sélectionné à la semaine de la critique et repart avec le grand prix. C'est genre la plus haute récompense que tu peux avoir dans cette section. Et là, il se passe quelque chose. T'as 29 ans, une de tes premières productions est autant saluée. Forcément, ça te marque. Cette distinction, elle va créer un lien très fort entre Gaspard Noé et le Festival de Cannes. Comment dire, c'est littéralement Harry Potter et Voldemort, Batman et le Joker. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Si bien que depuis 1991, chacun de ces films sera étroitement lié au Festival de Cannes, mais ça on en reparle un peu après. Le problème de Carne, c'est que c'est pas un film, non, c'est un début de film. Pendant tout le processus de création, Gaspard Noé réalise très vite que l'histoire qu'il veut raconter est beaucoup trop grande. Alors il décide d'en faire la suite. Il démarche des producteurs supplémentaires,
sans succès. Le tournage est interrompu à plusieurs reprises, faute d'argent. On a commencé Seul contre tous en avril 93, et puis on a tourné en mai, et puis en février, et puis en 94, en avril, en mai et en juin. On tournait pendant une semaine, et puis on s'arrêtait, parce que Gaspard n'avait plus d'argent, il ne pouvait pas acheter la péloche. Vous avez été payé, vous ? Pas du tout. Ah, c'est du cinéma avec les moyens du bord pour l'instant, même s'il vient de gagner un prix à Cannes. Mais cette suite ira encore plus loin que Carnes et dans tous les domaines. C'est porté par un monologue continu, de la haine pure, du début à la fin. On est dans la France des années 90, vue par quelqu'un qui déteste les Noirs, les Arabes, les Juifs, les homosexuels, la société, et à peu près tout ce qui bouge et qui respire. Le boucher ira bien en prison après avoir poignardé un homme et entretient des relations sexuelles avec son compagnon de cellule par survie. Quand il sort, il tente de refaire sa vie, mais il retombe dans ses travers violents. Il retrouvera sa fille, persuadé que son amour envers elle est parfaitement sain. Il la prend dans ses bras, en larmes, il lui dit qu'il l'aime plus que tout au monde. Le câlin s'étire, devient gênant et malsain, jusqu'à ce que sa main glisse entre ses cuisses. Le film se termine sur un monologue où le boucher tente de justifier son viol pour être compris par le reste du monde. Et de la même manière que Carnes a marqué Cannes, sa suite va choquer en 1998, mais pas pour les mêmes raisons. Alors oui, si vous avez bien suivi, je vous parlais d'un début de tournage en 1993. Il aura mis 3 ans à monter ce qui sera son premier long métrage. Seul contre tous. C'est le nom du film, on peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec Gaspard Noé 30 ans plus tard. Sortir un premier film aussi fort, c'est une forme de défiance. Que tout le monde ne joue que par Taxi Driver et qu'aujourd'hui on essaye de faire Taxi Driver en France et il n'y a personne pour vous financer, ne serait-ce que les 3 premières minutes parce qu'ils diraient c'est trop violent, c'est pas prime time, on se dit on vit pas sur la même planète quoi. Comment est-ce que ça peut se faire que vous aimez Taxi Driver ou Délivrance et que de l'autre côté vous fassiez tout pour que ce genre de cinéma là se fasse pas en France. Gaspard Noé repart à nouveau de Cannes avec le prix à la semaine de la critique, mais là il a laissé sa trace. Pendant la projection, des gens quittent la salle en accusant la violence injustifiée du film. Ça va, il y a manière de partir. Je trouve même que je ne m'attendais pas à ce que les gens soient aussi respectueux en partant de la salle parce que j'ai vu Crash et c'était carrément les fauteuils qui claquaient, les gens qui criaient pourriture, merde, n'importe quoi. Quand les gens venaient voir mon film, ils partaient en silence et du coup, c'est pas du tout la même chose quoi. Hop là, premier long métrage, premier scandale. En même temps, c'est normal, le sujet est atroce. Déjà, rien qu'avec ce film, vous devriez vous dire putain, mais c'est qui ce réalisateur complètement tordu là ? Côté public, Seul contre tous va péniblement flirter avec les 40 000 entrées en salle, de quoi rembourser un peu la production. Beaucoup seraient démoralisés de faire aussi peu d'entrées pour leur premier long métrage, mais Gaspard Noé, en vrai, il est déjà ailleurs. Depuis des années, il traîne un projet. Le projet. Une histoire de mort, de conscience. Un film qu'il sait beaucoup trop cher. Lui qui a passé 6 ans de sa vie à boucler Seul contre tous, là il va devoir attendre un sacré coup de chance, que dis-je, un miracle, pour donner vie à son prochain film. Mais ce miracle pourrait bien arriver plus vite que prévu. À la fin des années 90, Gaspard Noé a déjà posé toute la base de ce que sera son cinéma. Une violence crue qui nous saute aux yeux et qui nous prend à la gorge, qui peut même nous donner la nausée. C'est comme s'il faisait une promesse. Seul contre tous vous a terrifié ? Eh ben vous n'êtes absolument pas prêt pour ce qui va arriver après. C'est un film qui est lamentable, insoutenable. Vraiment de la merde. Pour donner vie à son prochain film, Gaspard Noé a une idée. Réaliser avant un projet plus petit, moins ambitieux, qui doit cartonner au cinéma pour aller chercher des financements et enfin donner vie à son chef-d'œuvre. Alors il pense à une histoire d'amour. Dans ses premières notes, le film s'appelle Danger. Si, c'est une histoire d'amour, mais c'est Gaspard Noé les gars, donc bon. Bah ça y est, il a son film, maintenant il lui manque plus que le casting. Et pour ça, il pense à 2 personnes. La Bête du Gévaudan, ça vous parle ? En 2001 sort Le Pacte des loups. Une belle merde. Un film d'action historique français qui se passe au XVIIIe siècle sur la traque de la fameuse Bête du Gévaudan. Trop américain, trop commercial, pas loin d'être un bon nanar. Mais le public n'a que faire des critiques, puisqu'il adore. Et Le Pacte des loups propulse encore plus haut 2 acteurs déjà au sommet, Monica Bellucci et Vincent Cassel. Un couple qu'on peut voir ensemble à l'écran, mais aussi dans la vie. Ils sont au sommet de leur popularité et ils sont surtout ultra bankable. C'est une sorte de Brangelina à la française. Et Gaspard Noé les connaît bien parce qu'il les croise souvent en boîte. Et ils ont même déjà joué ensemble dans un film. Dans Doberman de Yann Kounen, où Gaspard Noé joue un vendeur de merguez. Un peu d'harissa ? Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Au départ, Gaspard leur propose son nouveau film. Danger, une histoire d'amour qui tourne mal. Mais ils refusent. Trop de nudité, trop intime. Pour ça, ce sera non. Mais on a grave envie de bosser avec toi. T'as pas autre chose sous la main là à nous proposer ? Alors Gaspard Noé fait un truc complètement fou. Il rentre chez lui, il griffonne un scénario sur 3 pages. Il revient et il leur dit « Tenez, voilà notre film ». Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le couple accepte. Mais avec une seule contrainte, mais pas n'importe laquelle. Ils doivent le tourner en 1 mois. Parce que Monica Bellucci doit partir tourner dans un truc bizarre aux US avec un élu et une matrice. You can either run to the restaurant and tell my husband what I have done, or you can stay there and die.
He's in the ladies' room. Ok, donc là, lui qui a mis 6 ans à boucler Seul contre tous, là il a que 4 semaines. L'histoire tient donc forcément en quelques mots. L'intrigue se déroule le temps d'une nuit. Marcus et Alex, un couple heureux, se rendent à une soirée avec leur ami Pierre. Une dispute éclate, Alex quitte la fête seule. Sur le chemin du retour, elle tombe sur une femme en train de se faire agresser par un homme dans un tunnel. Ce dernier change de cible, s'en prend à elle, il la viole et il la tue. Marcus et Pierre partent alors dans un excès de rage à la recherche du criminel, dans le pari de la nuit, avec pour intention de le tuer. C'est horriblement simple et ça s'intègre parfaitement dans un sous-genre que Gaspard Noé adore, les films de viol et vengeance. Alors horriblement simple à une exception près, le film est monté à l'envers. Donc quand le film est projeté à Cannes en mai 2002, le public découvre l'histoire par la fin. Soit le personnage de Pierre en train d'éclater la tête d'un mec avec un extincteur. Je vous fais pas de dessin, rien qu'à ce moment-là, la salle commence déjà à se vider petit à petit. Et après, la porte n'est pas restée fermée très très longtemps. Plus on avance dans le film, plus l'intrigue se dévoile, scène après scène, jusqu'à la cause de toute cette violence. Le viol du personnage de Monica Bellucci. Et c'est aussi pour ça que je vous spoil autant. C'est le film le plus connu et le plus polémique de Gaspard Noé. Et paradoxalement, je vais pas vous inciter à aller le voir. Non, sérieusement, n'allez pas voir Irréversible si vous êtes sensible à ces sujets-là, et même d'ailleurs, n'allez pas voir Irréversible, ça sert à rien. Monté dans le sens inverse, le spectateur est littéralement étranglé par une violence gratuite dès le début du film. Quoi qu'en dise son réalisateur. Mais c'est un peu comme si tout était déjà écrit, et le fait de raconter l'histoire à l'envers, c'est une tragédie, c'est pas un drame, parce que tout est déjà écrit. Quelle que soit l'évolution de chaque séquence qu'on va voir dans le film, on sait, parce qu'on a déjà vu ce qui va arriver après. Et on va s'attarder un peu sur Irréversible, parce que 25 ans après, c'est encore le film auquel on l'associe le plus, vu le nombre de choses qu'il y a à dire dessus. On comprend rien, il y a pas de... ça tourne dans tous les sens, il y a rien, c'est pas... Il n'y a rien à dire, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est un malade mental. Moi, ce qui m'intéressait, ça fait la deuxième fois que je le vois, je voulais juste voir la réaction de la salle. En plus de Monica Bellucci et Vincent Cassel, Gaspard Noé recrute un 3e acteur. Albert Dupontel, bonsoir. Pardon pour commencer de ne pas avoir eu le temps de voir votre film. Non, mais c'est votre boulot de voir les films avant d'inviter les gens. Très bien, voilà. Oui. Je vous remercie infiniment de votre accueil. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Quelques années plus tôt, Albert Dupontel avait réalisé Bernie, un film qui s'est fait défoncer par la critique à sa sortie, lui aussi jugé beaucoup trop violent, sauf qu'il y a au moins un spectateur qui a adoré le film. Je vous fais pas la surprise plus longtemps, un petit chauve, moustachu, mais oui. Il envoie les 3 pages de scénario d'Irréversible à Dupontel, lui il accepte, pensant que le film se fera jamais. Et problème, mais arrivé le jour J sur le tournage, tout y est. Enfin, tout. L'histoire on la connaît, mais les dialogues seront improvisés sur place et chaque scène sera tournée en plan séquence dans l'ordre chronologique. Ah, Gaspard Noé, les plans séquences. C'est un délire. On aura encore l'occasion d'avoir des choses à dire là-dessus parce que tous ces putains de films en contiennent. Une des scènes les plus importantes du film, c'est la scène de la fête. Sans elle, il n'y a ni le viol, ni la vengeance. Alors Gaspard Noé veut qu'on y croie le plus possible. Il recrute encore plus de figurants que prévu, et la réalité, c'est qu'il est stressé de fou furieux. Alors il demande à ce qu'on ramène de l'alcool et de la drogue, et il tournera cette séquence complètement défoncé. Mais j'étais tellement stressé que j'ai pris du MDMA. Mais après, je vais faire la caméra. Et faire la caméra sous ecstasy, c'est impossible. J'avais monté l'escalier, j'avais les jambes coupées comme ça. Et je regardais, j'avais les pupilles dilatées. Et tout le monde dans l'équipe me disait « Mais Gaspard, tu tournes ?» Et j'étais là comme ça, les yeux hallucinés. Le gars est tellement fonce-car qu'il arrive même plus à utiliser ses jambes. Si cette scène existe, c'est surtout grâce à un des techniciens qui avait suivi toutes les indications la veille et qui prend la caméra à sa place pendant que Gaspard Noé est allongé, complètement défoncé, en train de tout suivre sur un retour caméra. Si cette scène de soirée est aussi efficace, c'est surtout grâce à sa musique. Vous entendez ? Ce sont ces Spin Out Scratch signés par un certain Thomas Bangalter. Bon là, il y en a qui savent très bien qui c'est, et d'autres qui s'arrêteraient pas du tout dans la rue s'ils passaient devant eux. Alors qu'on parle d'ici d'un, si ce n'est du plus grand génie de l'histoire de la musique électronique. C'est donc la moitié des Daft Punk qui va composer des morceaux spécifiquement pour le film. Une première collaboration avec Gaspard Noé, qui emmènera à d'autres, sur une piste de danse notamment, 15 ans plus tard. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Soyez patients. Et il avait composé plein de trucs qui était tellement juste par rapport à chaque séquence qu'après effectivement toute la bande son du film et de lui, tu enlèves la musique de Bangalter et le film est beaucoup moins fort, il faut le dire. Encore enfant, en Argentine, ses parents lui avaient expliqué que les murs des salles de torture étaient peints en rouge pour terroriser la victime avant même que la torture commence. Alors faites attention quand vous dites des trucs comme ça à un enfant, parce que 30 ans plus tard, sur un tournage, il serait capable de peindre tous les murs en rouge pour une de ces scènes. On y est, la scène la plus choquante de l'histoire de notre pays est en train de prendre vie.
Bon allez, là pas le choix, faut y aller. On va raconter le viol du personnage de Monica Bellucci dans un tunnel, puis son assassinat par un inconnu. Le tout caméra fixe, sans aucun échappatoire pour le spectateur. Et la scène dure 10 minutes. 10 putains de minutes. C'était comme une chorégraphie, comme une danse quelque part. Alors pour le tournage, Monica Bellucci se prépare beaucoup. Elle répète la chorégraphie de la scène pendant de longues heures, et surtout, elle doit être prête psychologiquement. Et pour qu'elle comprenne ce que Gaspard Noé veut précisément avec cette scène, il va lui donner une consigne, une seule, celle de regarder un film qui l'a marqué quand il était gamin. Un film qui a choqué à sa sortie, qui raconte l'histoire d'un viol sur un homme, Délivrance. Mais après, il y a tout un travail à l'intérieur qu'on ne peut pas vraiment expliquer, c'est trop personnel. Tout ce que je peux dire que c'est vrai, même malgré je sais que c'est du jeu, quand je vois la scène du viol, ça me fait du mal. Mais l'histoire s'arrête pas là. Rappelez-vous, Irréversible est un film sur un viol, mais aussi sur la vengeance qui va en découler. Et cette vengeance marquera, principalement grâce à une scène. Les personnages de Marcus et Pierre se rendent dans une boîte de nuit, aveuglés par la vengeance, ils tombent sur ce qu'ils pensaient être le viol d'Alex. Une dispute éclate. Marcus tombe au sol et c'est Pierre qui va le sauver dans une des scènes les plus violentes qui soit. À ce moment-là du film, on n'est qu'à 22 minutes et les spectateurs sont déjà étranglés par une violence mais rarement vue. Le personnage d'Albert Dupontel a explosé la tête d'un gars avec un extincteur. Ce qui m'embêtait, c'est que ça durait longtemps. Il fallait que je tape sur un mannequin en me disant je sais très bien que ça va faire très vrai à l'arrivée. Et ça durait longtemps, et c'est vrai que j'ai connu des atmosphères plus conviviales. Le clap de fin d'Irréversible est donné, Monica Bellucci part tourner Matrix Reloaded. À ce moment-là, Gaspard Noé se retrouve obligé de monter le film aussi vite qu'il ne l'a tourné, parce que son objectif, c'est de diffuser Irréversible pour la première fois à Cannes dans quelques mois. Il sait exactement ce qu'il fait. Son histoire de réalisateur commence à Cannes, alors autant la continuer là-bas, ou y mettre fin. En voyant le montage du film, Vincent Cassel va avoir une fulgurance, si ça lui arrive, et lui dit « Mais attends, tu veux pas le monter à l'envers, le film ? C'est pas con !» Le film est déjà ultra violent, hyper dur à regarder. Le monter chronologiquement, ça faciliterait trop les choses. Bon, Gaspard Noé, il entend, mais il en a rien à foutre. Non, lui, il est plutôt occupé à faire doucement infuser son idée. Irréversible sera le plus gros scandale de l'histoire du Festival de Cannes. C'est là-bas qu'il veut diffuser son film pour la première fois. Sans le savoir, il va lier sa vie à tout jamais avec le festival. Une fois qu'Irréversible sera diffusé, plus rien ne sera jamais comme avant, parce qu'il le dit de lui-même. Chaque bon festival a besoin de son scandale, alors cette année c'est pour lui, c'est sa tournée. Et je crois qu'on a tous les ingrédients, non ? Irréversible ou un parfum de scandale sur la croisette, le film de Gaspard Noé, projeté ce soir en compétition officielle, arrive à Cannes précédé d'une réputation sulfureuse. Le film choc de la quinzaine, interprété par le couple Monica Bellucci et Vincent Cassel, sort aujourd'hui dans les salles avec une interdiction aux moins de 16 ans. La croisette, le public, tout le monde descend et déteste Gaspard Noé. On ne sait pas juger cet objet qui est irréversible. Pourquoi cette violence gratuite ? Pour aller où ? Quel est son but ? Son intention ? Pourquoi montrer une scène aussi traumatisante à un public qui ne peut pas s'en échapper autrement qu'en quittant la salle ? Je veux dire, est-ce qu'il veut faire de la sensibilisation ? Ou alors est-ce que c'est juste un fantasme morbide réalisé par un homme qui est fasciné par des choses par lesquelles il ne faut pas être fasciné quand t'es un humain normal ? Mais Gaspard Noé défend son film. Lui, il sait pourquoi il a tourné Irréversible. Et il explique pourquoi il transmet l'interdit à l'écran. Quelle est la différence entre ce que montrent les films d'habitude et vous ? Non, c'est juste, voilà, des viols, il y en a dans la vie. Pourquoi est-ce qu'on peut pas le représenter ? Il faut pas violer quelqu'un pour le montrer. Et puis Monica Bellucci, première intéressée, va elle aussi défendre le film. Le thème de la dualité de l'homme, les mal et les biens qu'il y a en nous. Et bien sûr, on n'a pas envie de voir quelquefois les monstres qui nous habitent. La conférence de presse aussi n'ira que dans le sens des critiques et tout le monde n'aura qu'un seul mot à la bouche, scandale. Nous, on n'a rien fait pour que ça arrive. On a fait un film qui est ce qu'il est. Mais il n'y a pas eu de démarche publicitaire pour créer un scandale. Le scandale a été créé par la Croisette, et maintenant le scandale est critiqué par la Croisette. Donc je pense que ce qu'on peut en déduire, c'est que la Croisette a besoin d'un scandale. La presse se déchire. D'un côté, des gens parlent de chef-d'œuvre, et de l'autre, on vomit sur le film. C'est cru, on en prend plein la gueule. C'est un vrai film de cinéma. Un film... Mais une semaine après Cannes, le film n'appartient plus au festival, et il est diffusé dans une trentaine de salles partout en France. Quand bien même on voudrait l'interdire, c'est impossible. Et puis de toute façon, les films interdits, Gaspard Noé, il les connaît. Carne et Seul contre tous étaient interdits aux moins de 16 ans. Sauf qu'Irréversible, c'est plus un petit film indépendant. C'est avec Monica Bellucci et Vincent Cassel, les gars. Deux des acteurs les plus famous du cinéma français. Alors on va le projeter, ce film, en salle. Et les gens vont le voir. 500 000 entrées en France avec une aussi mauvaise presse. C'est un triomphe, les gars.
L'industrie du cinéma se retrouve face à un problème qu'elle ne sait pas vraiment gérer. Gaspard Noé est pas récupérable, il entre dans aucune case. Il est pas assez auteur, pas assez commercial pour les studios, pas assez politique pour les festivals classiques. Il est Gaspard Noé. En seulement 2 films, il marque son style. Et parlons-en de son style. Une conscience qui erre après la mort en filmant littéralement l'intérieur d'un pénis en pleine pénétration, une éjaculation en 3D droite dans vos yeux, un enfant électrocuté, seul, dans un placard électrique. Tout ça, on n'en a pas encore parlé, et on va le faire, mais sachez que c'est ça, le cinéma de Gaspard Noé. Ce qui est fascinant chez Gaspard, c'est la sincérité avec laquelle il affronte ses obsessions, mort, sexe, violence, qui sont des vraies pulsions de vie, bizarrement. Et puis il y a chez cet individu une grande sensibilité en fait. Donc il raconte beaucoup de choses de vrai à travers ses films, apparemment déviants, apparemment décalés, apparemment bizarres. Il y a beaucoup de vérité dans le cinéma de Gaspard. Et toute cette folie à Cannes, le scandale irréversible. C'est Monica Bellucci qui résumera 24 ans plus tard, mieux que personne, ce qui s'est passé. C'était fou, non? Dans le sens qu'il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de haine. Mais voilà, mais ça fait que les films existent encore aujourd'hui et que 25 ans après, ça devient un peu un film iconique dont on parle des écoles de cinéma pour comment il a été tourné. Et à l'époque, voilà, Gaspard Noé était un jeune metteur en scène et comme on disait, Cannes lui a donné la possibilité de devenir un réalisateur qui fait encore des films important qui sort dans le monde entier. Et... Après Irréversible, la France était prévenue. Que vous aimiez ou pas, que vous compreniez son cinéma ou pas, maintenant, vous savez à quoi vous attendre. Gaspard Noé repart de Cannes avec une réputation de paria, quelqu'un qui se servirait de ses films pour assouvir ses propres pulsions malsaines. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit sur Irréversible. Sur le fond, le scandale, la scène de vie, les murs rouges, on en a déjà parlé, mais sur la forme, on n'a rien dit. Pendant le festival de Cannes, les spectateurs qui ont quitté la salle le faisaient pour 2 raisons. Ils étaient horrifiés par ce qu'ils voyaient, ou alors, ils avaient la gerbe. Et ça, Gaspard Noé n'y est pas étranger. Pendant les premières minutes, toute la musique du film, un élément clé pour accompagner le spectateur dans le récit, est marquée par une fréquence. 27 Hz. Un grondement presque inaudible, diffusé tout le long du film. Ça vous dit probablement rien, mais 27 Hz, c'est aussi la fréquence utilisée par les forces de l'ordre lorsqu'ils veulent dissiper la foule lors des manifestations. Ouais, il a poussé le malaise jusqu'au bout. Mais quand dans un film, tu mets ces sons et que dans la salle, il y a un système d'infrabasse qui marche bien, effectivement, t'as un truc oppressant du fait que tu sens ces choses-là. Et en gros, ça donne ça. Attention aux oreilles, par contre. Et on va pas aller plus loin. Le film commence dans un club échangiste avec des mecs à poil. J'aimerais ne pas me faire démonétiser la vidéo et l'entièreté de ma chaîne YouTube et ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Bon, et pour appuyer encore plus le malaise, Gaspard Noé utilise le plan séquence. Et cette méthode de filmer va revenir dans tous ces putains de films. Pour Gaspard Noé, succéder les prises, c'est risquer que les acteurs se fatiguent un à un comme les techniciens. Et lui, sur ses films, il a pas le temps. Il veut que ça se fasse vite. En fait, Irréversible, à ce moment de notre histoire, on pourrait penser que c'est le pire qui puisse arriver. C'est que le premier wagon du train, les gars. Hop, vous kiffez la vidéo les gars ou pas? Bon tant mieux parce qu'en tout cas moi je kiffe pas du tout mon tournage là. Les gars j'ai tellement chaud. Non mais c'est simple, il fait 61 millions de degrés à Paris et 70 millions dans mon appartement. J'ai chaud, je sue de partout. Ah pardon, je voulais pas vous le dire depuis le début mais de toute façon vous l'avez bien remarqué, y a qu'à voir mon front. Ah bah ramenez vos pions les gars, on peut jouer à la bataille navale dessus quand vous voulez. Carrément j'ai une serviette. Bon et vous savez quoi pour marquer le coup? Un petit montage de tous les moments où je me suis plaint de la chaleur. Oh my god il fait tellement chaud. Waouh, mais il fait tellement chaud, what the fuck? Ça va être un tournage tellement long. Waouh. Ah là c'est dur. Je suis tellement chaud, bordel. Il fait 50 degrés dans mon appart. Ah putain de merde. C'est horrible. What the fuck, j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie à Paris, genre. Oh, mon dieu, la chaleur, what the fuck. Bon, tout ça pour vous dire que si vous kiffez la vidéo, je vous encourage à la liker, à vous abonner à mon compte. Ça fait presque 2 ans que j'ai lancé cette chaîne YouTube et on est quasiment à 150 000 abonnés les gars. Est-ce qu'on peut pas aller encore plus loin? N'hésitez pas à booster la vidéo, c'est très simple, ça se fait sur votre téléphone. Vous swipez vers la droite sur la section commentaires et vous boostez la vidéo 3 fois. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et TikTok. Je conseille un film à regarder tous les jours. Si vous en avez pas assez de voir ma gueule, rejoignez-moi sur mon Letterboxd. Vous pouvez voir tous les films que j'ai vus et ce que j'en ai pensé. Par exemple, l'entièreté de la filmographie de Gaspard Noé est sur mon Letterboxd. Bon voilà, le moment plainte, j'ai chaud et le moment promotion, suivez-moi est terminé. Désolé, c'est un peu long. Et là, j'ai besoin que vous soyez vraiment présents avec moi parce que ce qui va suivre, c'est peut-être le tournage le plus dingue de sa carrière.
Dans sa boulimie de cinéma d'ado, Gaspard Noé va découvrir un film qui va changer sa vie. 2001, l'Odyssée de l'espace, le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. Putain, enfin un film normal cité dans cette vidéo, ça fait du bien. Ça va le marquer et devenir son film de chevet, qu'il regardera régulièrement à plusieurs étapes de sa vie. Il en parle tout le temps, il y pense tout le temps. Alors pourquoi pas lier ses propres films à ceux de Kubrick, à la fin d'Irréversible. Regardez bien la chambre de Monica Bellucci. Sur le mur, il y a une affiche. Alors son 2001, l'Odyssée de l'espace, il va le faire, mais pas dans l'espace. 2h30 en POV d'une conscience qui erre après la mort. Bon, trigger warning, là on change un peu de registre, mais on reste sur des thématiques pas fun, comme la mort, le deuil et des scènes de sexe plutôt crues. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'Irréversible était un film de transition à la base, pour financer le projet de sa vie? Et bah le projet de sa vie, on y est, et son nom c'est... Dès 2005, on annonce le prochain film de Gaspard Noé. Son projet le plus ambitieux pour l'époque et qui reste 20 ans plus tard toujours le plus cher de sa filmographie. Et tout n'est que galère technique, aller-retour permanent, tentative farfelue pour faire son film. D'abord prévu à New York, puis à Paris, finalement l'histoire se déroulera à Tokyo. Et il voulait tourner en décor réel. Impossible. Alors ce sera fait aussi un peu en studio. Il doit tout reconstruire avec des grues immenses. Et chaque séquence soulève un nouveau problème technique. La production du film est tellement ambitieuse qu'il en cauchemardera toutes les nuits précédant le tournage. Le budget du film est de 13 millions d'euros et c'est reparti pour 6 ans de sa vie, à plein temps. 3 ans à gérer le financement, le choix d'équipe, le pays de tournage et le casting. 2 ans pour la fabrication même du film et 1 an de promotion. C'est son film le plus ésotérique. Un film sur la mort qu'il refuse de relier à ses propres croyances, parce que des croyances, il en a pas. Ce qui me frappe avec Enter the Void, c'est quand tu sais tout ce que le film a engendré. Au départ, Gaspard Noé voulait juste faire un film érotique avec Vincent Cassel et Monica Bellucci pour financer le projet, mais résultat des courses, il nous pond Irréversible, l'éternel film à scandale, celui qui a marqué la France entière jusqu'à faire plus de places vendues que presque n'importe quel autre de ses films. Ah oui, parce que Enter the Void va pas faire un carton, loin de là même. 51 000 entrées. Bon, la question des entrées au cinéma pour les films de Gaspard Noé, spoiler, c'est jamais brillant, c'est tout un dos qui mériterait qu'on y revienne plus tard d'ailleurs. Comme pour Carne, Seul contre tous et Irréversible, c'est à Cannes que Gaspard Noé va présenter son nouveau film. Pour lui, c'est le seul grand festival français qui a de la valeur à ses yeux et qui est capable d'accepter son film ou de le détester. Bon, plutôt la deuxième option en général, mais en 2009, les gens sont encore un peu traumas par rapport à Irréversible, tout ça. Et alors que tout le monde redoute le prochain film de Gaspard Noé, tiens, qu'est-ce qu'ils vont en penser de ce nouveau film? J'ai beaucoup apprécié, je crois que c'était vraiment une grosse claque, que ce soit visuellement et même au niveau du sound design, c'est très impressionnant. Déjà je m'étais pris une bonne claque à Cannes et je m'en suis repris une bonne. Je pense que c'est vraiment un des mecs les plus intéressants qu'on ait en France aujourd'hui, tout simplement. Ah, ça change! À 45 ans, Gaspard Noé vient de faire le film dont il rêvait depuis ses 20 ans. Comme il le dit, c'est une manière d'être fidèle à son passé. Et là, on peut se poser une question. Tu réalises enfin un film que tu rêvais de faire depuis tes études. T'as connu des films à petit budget, des budgets astronomiques. Tu fais quoi après? Qu'est-ce qui peut te motiver? Et pour Gaspard Noé, ça va être très concret, puisqu'il prend la décision de sa vie, celle qui va le faire passer dans une autre sphère, et c'est important pour notre récit, en faire de lui un réalisateur encore plus submersif. Puisqu'après Enter the Void, tout va partir en couille. Les projets qui durent 6 ans, les scénarios de 200 pages, tout ça c'est fini. Il a trop galéré sur Enter the Void et tout ça pour 51 000 entrées, et c'est bon, ça l'a saoulé. Il a fait ce qu'il estime être le film qu'il a toujours voulu faire, et maintenant tout ne sera dicté que par un seul mot d'ordre, l'urgence. Ces films seront courts, moins préparés, plus instinctifs, à la manière d'Irréversible. Ah, ça a marché une fois, ça peut marcher 10 fois. Et avec cette urgence, le premier film qui sort, c'est une histoire d'amour. Encore une fois, ce film-là, vous en avez déjà entendu parler dans la vidéo. Danger, le projet de film qu'il avait proposé à Monica Bellucci et à Vincent Cassel avant de faire Irréversible. Vous vous rappelez? Bon, re-trigger warning, ici on va parler de sexe, de violation, de l'intimité et de thématiques plutôt crues et plutôt hard. Au début des années 2010, les gens vont au cinéma avec des lunettes. Non, la myopie n'a pas augmenté de 150% dans le pays, ici on parle plutôt d'un genre de lunettes qui permet de voir le film dans une autre dimension. Bon, c'est bon, vous l'avez? Le cinéma 3D, à ce moment-là, c'est surtout réservé aux grosses productions hollywoodiennes. En 2009, Avatar a tout pété avec ce procédé. Et je vous parle d'Avatar parce que, croyez-le ou non, maintenant que vous connaissez un peu le bonhomme, il a chialé au moment où l'arbre sacré est abattu. Va comprendre Gaspard Noé, putain, c'est un casse-tête sans nom ce mec. Alors à quelques mois du début de son tournage, sur les conseils d'un chef-op, il dépose une demande d'aide de financement au CNC en se disant « Tiens, et si moi aussi je faisais un film en 3D ?»
Mais pourquoi on s'attarde sur la 3D? Eh ben parce que en juillet 2015, si vous alliez au cinéma avec vos potes voir Love, le dernier film de Gaspard Noé, c'est parce que vous en avez entendu parler depuis plusieurs semaines. Et pas par la critique, non, mais par le combat entre la presse qui détruit le film et les ministres qui défendent le film face à des associations religieuses qui font la guerre à la sexualité non censurée au cinéma. Donc vous savez déjà qu'il va y avoir des scènes de pendant 2 heures à peu près quoi. Vous vous installez dans votre siège avec vos potes, le film commence, et paf, une gigantesque tub en 3D vous cul dessus. Voilà, c'est bon. Il est assez subversif pour vous maintenant, Gaspard Noé, ou pas? Au départ, le film est d'abord interdit aux moins de 16 ans, avec avertissement par la commission de classification, mais une association va encore plus loin et réussit à le faire interdire aux moins de 18 ans. Évidemment, les salles de cinéma protestent. Un film classé moins de 18, c'est une perte de marché énorme. Il y a même la ministre de la Culture de l'époque qui va tout faire pour que le film repasse en moins de 16. Mais rien n'y fait, moins de 18. Ça attise forcément la curiosité. Et à Cannes, plusieurs centaines de festivaliers sont refusés à l'entrée de la première, tellement la salle est bondée. Et il y a du monde partout pour rentrer dans la salle qui va être pleine à craquer. Ils ont refusé beaucoup de monde à partir de cet après-midi. Et l'accueil est tiède. Oh la vache. Et le pire, c'est que c'est Gaspard Noé lui-même qui donnera les chiffres presque avec fierté. Enter the Void avait eu 75% de presse négative. Love a grimpé à 85%. Je sais pas moi, énerve-toi non? Le problème avec ce réalisateur, c'est que la forme, c'est toujours le truc dont on parle en premier, jamais le fond. Par exemple, on peut parler du casting. Karl Glusman, l'acteur principal, c'est un jeune américain qui vit à Los Angeles et qui, avant Love, n'avait pas beaucoup tourné. De toute façon, il a toujours fonctionné comme ça, Gaspard Noé. Il dit qu'il préfère sentir les gens, plutôt que d'avoir des acteurs déjà formés. Pour Karl Glusman, la rencontre se fait via une amie qui le recommande. Ils se parlent en Skype, oui, Skype. Il sympathise et Noé lui paye un billet d'avion pour le rencontrer à Paris. Pareil pour Naomi Moyoc, qui joue Electra. Opérée dans une fête, il la trouve charismatique, il la contacte, elle dit non, puis elle change d'avis à la dernière seconde. Carla Christine, qui joue Omi. C'est Gaspard Noé qui la voit danser dans une boîte de nuit. Et le point commun entre ces 3 acteurs, ils vont Et voilà, je l'ai dit. Love, c'est 2h10 d'alternance de scènes de sexe, et si le film est classé interdit aux moins de 16 ans, c'est surtout parce que ces scènes de sexe ne sont pas simulées. Certaines oui, d'autres non, sur ce point-là ça a toujours été un mystère, bien entretenu par le réalisateur. Alors comment on fait des films comme ça? Sur le tournage, ils quittent la pièce pour laisser les acteurs faire leur affaire tranquille. Moins il y a de gens, plus t'es dans un truc intime où les gens sont à l'aise. Ah, il n'est pas question de coordinateur d'intimité ou quoi que ce soit chez Gaspard Noé. Pour lui, l'important c'est pas là. Non, lui, si on y croit, voilà, c'est bon, la prise est validée. C'est Karl Glusman qui racontera plus tard que toute sa première scène de tournage, le premier jour, c'était déjà un gros plan sur lui pendant les d'ouverture. On a connu des premiers jours moins éprouvants. Et sous le scandale, il y a des choses à raconter sur Love. Encore une fois, l'histoire tient en une phrase. Un mec perd la femme qu'il aimait et se raconte à nouveau leur relation, jusqu'à l'épuisement. Et certaines scènes confirment une chose dont on n'a pas encore parlé. Gaspard Noé, même si c'est carrément un tordu, c'est pas un si mauvais réalisateur que ça. La mise en scène de Love est plutôt bonne. Le propos entendable, la musique est fabuleuse, les scènes d'intimité très bien jouées, tu m'étonnes en même temps. Mention spéciale à la scène de la boîte échangiste qui est vraiment bien. Attends, je viens de dire quoi là? Ah tiens, bizarrement, sur Love, pas de gros scandale. Love, c'est le film le plus sincère de Gaspard Noé. Mais c'est surtout celui qui rapporte le moins. Le box-office est faible, 61 000 entrées. Mais lui, au lieu de se calmer et de prendre son temps pour repeaufiner un peu son art, non, il en a rien à foutre, il accélère. Dans les années 60 et 70, à Harlem, il y a une branche à part dans la culture LGBT, celle des personnes noires et hispaniques. Alors que la communauté queer avait l'habitude de se réunir entre elles pour des concours de danse, les personnes racisées au sein de cette même communauté sont elles aussi stigmatisées par les personnes blanches. On a donc une communauté dans la communauté qui décide de créer son propre espace, un endroit où on peut être vraiment qui on veut et danser à sa manière. Mais pas n'importe quelle danse. Un mouvement qui scande haut et fort, on est qui on veut, on danse comme bon nous semble. Et pour le nommer, le voguing était né. Des décennies plus tard, le voguing débarque à Paris. Cette scène-là, à l'image de ce qui se faisait à New York, va se développer en banlieue parisienne, dans des hangars ou des événements spécifiques. Événements spécifiques où se trouve un soir Gaspard Noé. Et quand j'étais là-bas, et c'était dans la banlieue sud de Paris, je me suis dit putain, c'est génial comme il danse, il y avait une énergie de folie. Et en plus, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de défonce. Et j'ai pris des numéros, je me dis tiens, est-ce que je pourrais faire un documentaire sur le voguing? Il réussit à obtenir 2 millions d'euros pour tourner son film rapidement. Et comme Irréversible, tout sera tourné dans l'ordre chronologique. Mais pourquoi cette fois-ci? Parce qu'un scénario, il n'en a pas, comme par hasard. Alors là, si vous n'avez pas vomi 17 fois depuis le début de la vidéo et que vous êtes encore là, sachez qu'on attaque un film qui parle d'overdose, d'automutilation, de violence sexuelle, de viol
et de la d'un enfant. Climax, c'est un opéra musical d'horreur. On y raconte l'histoire d'une troupe de danseurs dans les années 90 qui vient de terminer plusieurs jours de répétition. Tout le monde est jeune, tout le monde est beau, tout le monde danse bien, et la soirée de clôture que partagent ces troupes sera leur dernière. Tout ça à cause d'une sangria. Ouais. Ah oui, là on peut difficilement faire plus années 90. Climax, c'est un huis clos à la sauce Gaspar Noé, donc ça commence par du sang et ça se termine par du sang. Et de la drogue. Et du sang. Et des morts. Et encore un peu de drogue. Et du pas toujours consenti d'ailleurs, tiens. Bon, un film de Gaspar Noé quoi. Pour le casting, il a en tête Sofia Boutella pour le rôle principal. Une danseuse algérienne qu'on a aussi vue dans des blockbusters comme Kingsman, Star Trek et le très oubliable La Momie, celui avec Tom Cruise là. Alors il la contacte sur Instagram et lui dit simplement « Salut, tu veux être dans mon film ? C'est sur des danseurs drogués au LSD ?» Elle va juste lui répondre « Bah quoi d'autre ?» Bon, elle posera quand même sa chorégraphe et on peut que comprendre pourquoi. Climax est un vrai film de danse, putain c'est impressionnant, vraiment les scènes de danse de ce film sont légendaires. Enfin du moins la première moitié. C'est un véritable hommage au voguing et tout le casting est composé d'acteurs et d'actrices du mouvement. Sur ce point-là, y a rien à dire, chapeau. Mais c'est un film de Gaspar Noé quoi. C'est une histoire tordue, interprétée par un casting non professionnel et putain mais qu'est-ce que ça joue mal. Ta vie c'est ma vie aussi. Tu me prends la tête. Je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, je réagis comme un... Moi, je ne comprends pas pourquoi je réagis comme ça. Il y a quoi de plus que les autres mecs Omar en fait? Il a tout. Ah ouais? Ouais. Ça, il a tout. Lui, il préfère des vrais bons danseurs et du coup, il délaisse complètement le côté acting, il en a rien à foutre si c'est pas bon. Et les conditions de tournage. Chaque jour, l'équipe regardait ce qu'elle avait tourné la veille et créait à partir de là. La seule guideline, c'était les plus cruels survivent à la fin. Et on y retrouve tout ce qui fait la recette d'Irréversible. Cette couleur rouge qui agresse les yeux, les pires facettes de l'homme condensé en 1h30. Inceste, enfant électrocuté, overdose, une femme enceinte qui se mutile du sexe en groupe. Le tout dans un gymnase fermé en pleine tempête de neige au milieu de nulle part qui ne s'ouvrira qu'une fois la fête terminée. Fête rythmée, d'ailleurs, par Thomas Bangalter, la moitié des Daft Punk. Et pour l'occasion, il va même éditer une chanson inédite. Encore une fois, le destin de ce film commence au Festival de Cannes, vous connaissez la musique. Mais en 2018, pas de brancard, pas de pompiers, pas de ministre. En pleine soirée après la projection, Gaspar Noé vient voir Sofia Boutella et lui dit un peu paniqué que les critiques du film sont bonnes. Ok, mais il est où le problème ? Bah je sais pas quoi faire, moi je sais pas comment me comporter, qu'est-ce qu'on fait quand tout va bien comme ça ? Vas-y lui. Bon en même temps le message était plutôt explicite. Bon après la presse spécialisée continue de garder la même relation avec Noé. Ça reste un film violent pour rien et qui ne raconte rien. Surtout qu'on commence à lui reprocher de toujours faire les mêmes films. Mais aux États-Unis, il y a un petit studio qui voit les choses complètement différemment. En 2018, ils sont presque inconnus. C'est la boîte de production derrière Hérédité, Moonlight, Midsommar, le distributeur le plus cool et le plus pointu du cinéma indé américain depuis 10 ans, A24. Ils achètent les droits américains de Climax directement à Cannes, en pleine effervescence du festival pour le diffuser aux US et en Angleterre. Mais surtout, regardez comment ils vendent le film. Vous avez méprisé Seul contre tous, détesté Irréversible, exécré Enter the Void, maudit Love. Venez célébrer Climax. 30 ans de scandale et de rejet critique en argument marketing avec un Gaspar Noé diabolique en bas de l'écran. Putain, ils sont forts chez A24. En 2019, Gaspar Noé est hospitalisé pour une hémorragie cérébrale. Il passera 3 semaines à l'hôpital après avoir frôlé la mort. Dans la même période, il perdra sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, dans ses bras. Quelque temps après, le Covid et la crise sanitaire mettent le monde en pause pendant plusieurs mois. Et si il n'avait pas trouvé dans ces événements tragiques l'inspiration pour son prochain film ? La vie est un rêve, non ? Oui. La vie est un rêve dans un rêve. Vortex, c'est l'histoire d'un couple de personnes âgées qui meurent en temps réel, dans leur appartement parisien, accompagnés par leur fils. L'écran est scindé en permanence pour nous montrer ces deux vies marquées par les débuts de démence de la femme. C'est un film à l'opposé de tout ce qu'il a pu faire avant. Là, ça raconte le quotidien et la lenteur de la vie. Comme à son habitude, le scénario du film ne tient que sur quelques pages, 14 pour être précis, écrit en gros caractères pour gagner de la place quand il va vendre le projet au CNC. Quant au casting, tout fait sens pour Gaspar Noé. En bousillé de cinéma italien, il adule le giallo, un sous-genre de film d'horreur. Et le maître en la matière, Dario Argento, un réalisateur qui n'a jamais joué dans un seul film, alors il l'embauche. Pour la mère, qui de mieux que l'actrice que le jeune Gaspar Noé
Noé découvrait dans La Maman et la putain de Jean Eustache une actrice figure de la nouvelle vague, Françoise Lebrun, et leur fils, un ancien héroïnomane, sera interprété par Alex Lust, un comique césarisé dans Guy 2 ans plus tôt. Sur le papier, ça n'a aucun sens d'avoir un tel casting, mais on parle de Gaspard Noé. À sa sortie, plusieurs comparaisons vont plomber le film. On peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec Amour de Michel Haneke, sorti en 2012. L'histoire d'un couple octogénaire contraint de vivre cloîtré dans leur appartement alors que l'état de santé de la femme se dégrade. Mais la pire critique viendra probablement de son père, puisque quand il va voir le film, il lui dira qu'il s'agit probablement de son film le plus violent. Vortex est tourné en 25 jours, puis pris hors compétition à Cannes, mais diffusé à la toute fin du festival. C'est Gaspard Noé lui-même qui racontera qu'il terminera le montage du film la veille de sa diffusion à Cannes. Il est obsédé par le festival et cette tradition qu'il s'est lui-même imposée. Il tenait absolument à ce que son nouveau film prenne vie là où tout a commencé. Et quand on vient le chercher sur ce qu'il a voulu raconter, qu'on lui reproche son obsession avec la mort, lui il répond « La mort ce n'est pas un sujet, pas un thème, y a pas de mystère dans la mort. C'est juste un mur dans lequel on va tous s'écraser et y a rien derrière le mur. Le mystère c'est la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Comment marche le corps? J'en ai aucune idée. Heureusement qu'il y a des médecins qui s'en occupent. On passe une vie, c'est un rêve qui commence à un point donné et qui s'arrête à un point donné. Ce rêve dans ce rêve va être volatilisé. Tu peux laisser des traces, mais à 99,99%, ces traces vont être effacées dès le lendemain de ta mort. C'est peut-être la phrase la plus honnête et la plus sensée qu'il ait jamais prononcée. Pendant 30 ans, Gaspard Noé a passé sa vie à filmer des viols, des meurtres, des overdoses, des éjaculations, pour finir par nous dire que tout ça n'a jamais été le sujet. Ce qui compte pour lui, c'est pas la mort, c'est la vie. Maintenant qu'on a tout vu, l'enfance à Buenos Aires, l'exil, Cannes, encore et encore, les scandales, il nous reste plus qu'une seule question à se poser. C'est quoi le putain de problème de Gaspard Noé ? Quand j'étais à l'école, un jour, pendant un cours d'histoire du cinéma, notre professeur a la merveilleuse idée de nous réunir pour nous montrer un film. Ce film, c'est Blue Velvet, de David Lynch. La projection commence avant que plusieurs filles de ma classe ne quittent la salle en pleurs. Le prof n'avait émis absolument aucun trigger warning avant la projection du film qui contient des scènes de viol extrêmement violentes. Moi, ce jour-là, j'ai rien ressenti de tout ça. Et à vrai dire, au début, j'ai même pas compris pourquoi elle s'en allait de la salle. Puis j'ai fini par brancher mon cerveau 2 minutes pour en arriver à une conclusion plutôt obvious. Une même scène ne touche jamais 2 personnes pareilles. Ce qui glisse sur l'un peut littéralement briser l'autre. Et ça, aucun réalisateur ne le contrôle vraiment. Même celui qui a construit toute sa carrière en essayant. Sur la forme, soyons honnêtes, Gaspard Noé sait faire des films. Qu'on aime ou pas les plans séquences, les néons, la psychédélie des images, sa réalisation a le sens du rythme. Mais c'est souvent hyper pompeux. Des grandes phrases qui veulent tout et rien dire, affichées en énorme à l'écran en guise de morale ou de conclusion, va savoir ce que c'est. Pour moi, c'est juste de la branlette intellectuelle qui sert à justifier des images d'une violence inouïe. Pour cette vidéo, j'ai passé plusieurs semaines à découvrir et à mater tous ces films. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils tentent des effets de style plutôt que de servir une histoire. Un plan séquence, ok, mais pour raconter quoi de plus? Mais ce qui frappe en regardant toute sa filmographie d'affilée, c'est à quel point son cinéma est en décalage complet avec ce qu'on attend d'un film. Il cherche pas à plaire et il cherche pas à rassurer, il cherche même pas à raconter une histoire de façon conventionnelle. Non, son cinéma est fait pour choquer. Et c'est précisément là-dessus que tout le monde se sépare. Il y a celles et ceux pour qui ce cinéma-là a une vraie valeur, qui y trouvent quelque chose qu'aucun autre réalisateur ne propose, une expérience brute, sans filtre. Albert Dupontel, Vincent Cassel, Monica Bellucci, des acteurs au sommet qui n'avaient rien à y gagner, ont choisi de s'engager parce qu'ils ont fait confiance à Noé. A24 avant du climax en s'appuyant fièrement sur 30 ans de scandale. Ça veut pas rien dire. Et il y a celles et ceux pour qui cette violence-là n'a rien à faire sur un écran, qui sortent de la salle traumatisés, vraiment, j'exagère pas, traumatisés à vie, qui vomissent, qui font des malaises. Il y a même les pompiers qui ont dû intervenir à Cannes en 2002. Et c'est pas une faiblesse ou une incapacité à comprendre l'art, c'est une réaction saine face à des images conçues délibérément pour être insupportables. Je pense pas qu'il faille juger les premiers comme des gens qui cautionnent la violence. Et je ne pense pas qu'il faille juger les seconds comme des gens qui ne savent pas regarder un film difficile. Les deux réactions disent simplement la même chose. Gaspard Noé fait, depuis 30 ans, un cinéma qui ne cherche jamais le consensus. Il assume, film après film, de diviser plutôt que de rassembler. Mais malgré tout, j'ai quand même un vrai gros souci avec Gaspard Noé. Un film comme Irréversible a pu, chez certains, alimenter quelque chose de bien plus trouble et pervers qu'une simple émotion de cinéma. Et ce risque-là, Gaspard Noé l'évoque jamais. Pas une fois, en 30 ans d'interview. Je l'ai entendu se poser la question de ce que ces images pouvaient provoquer à ses spectateurs, dans le mauvais sens de la chose. Parce que ce qui me dérange, c'est pas la violence en elle-même, c'est l'absence totale de doute chez lui. Noé n'a jamais reculé d'1 centimètre. Il a jamais nuancé un de ses propos. Il a jamais regretté une scène. Il répète, fier, qu'il aime voir les gens sortir de la salle. Mais il ne semble jamais avoir conscience qu'un malaise en festival et une vraie blessure profonde chez un spectateur isolé, c'est pas la même chose, mon pote. Et il est pas le seul dans cette posture.
sûr. Quand Lars von Trier présente Antichrist à Cannes en 2009 et qu'on l'interroge sur la violence du film, sa seule réponse c'est qu'il est le meilleur réalisateur du monde. Aucune remise en question, jamais. C'est la même chose chez Noé. Et ça m'amène forcément à la question qu'on doit se poser pour clôturer cette vidéo et à la question que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'on doit censurer le cinéma de Gaspard Noé ? Je pense pas. Et le cinéma contemporain me donne plutôt raison d'ailleurs. Quand Julia Ducournau présente Titane à Cannes en 2021, il y a des malaises chez certains spectateurs et les pompiers doivent intervenir dans la salle, exactement comme pour Irréversible 20 ans plus tôt, mais le film récoltera quand même la Palme d'Or quelques jours plus tard. Et personne n'a demandé à l'interdire. Le système absorbe parfaitement ce type de cinéma, qui viennent de Gaspard Noé, de Lars von Trier ou de Julia Ducournau. En tout cas, dès qu'il s'agit de fiction et pas d'incitation directe à la violence. Ce qui est sûr par contre, c'est que je conseillerais jamais à personne de regarder un film de Gaspard Noé. Ce choix doit être individuel et pleinement conscient du risque qu'il engendre. À titre personnel, je vous fais une confidence, je déteste viscéralement son cinéma, à une exception près. Enter the Void. Et c'est précisément ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Voilà, je viens de vous rendre le fruit de ma réflexion et de mes recherches, des semaines à essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire, à essayer de comprendre comment il peut être capable d'un chef-d'œuvre innovant et capable de films qui ne racontent rien de plus que de la violence. Et honnêtement, après des semaines passées dans sa tête, j'ai pas de réponse définitive en fait. J'ai des pistes. Un père qui prenait littéralement le droit de déborder du cadre de l'art, une dictature qui l'a chassé de son pays à 13 ans, une enfance bercée par le glauque, mais Gaspard Noé lui-même ne reliera jamais ses points pour nous. Et je crois que c'est précisément là le dernier tour de force du bonhomme en fait. Il a construit une carrière entière sur l'idée qu'on n'a pas besoin de comprendre ses intentions pour subir ses films. Que vous y voyez du génie ou du vide, lui il s'en fout. Il a juste besoin que vous ne l'oubliez pas. Et sur ce point précis, il a gagné.